Bonjour à tous, on attaque notre quatrième séance en JavaScript avec une partie assez importante, même si on verra pas tout dans le, on va dire au complet, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à voir, pour les opérateurs. Donc les opérateurs sont tout simplement des symboles qu'on va réutiliser dans nos codes qui vont permettre d'effectuer par exemple, enfin, en tout cas d'avoir des expressions à évaluer. Alors on a des opérateurs très simples et qui composent en fait la base, d'accord, des choses qu'on peut retrouver en informatique, qui sont les opérateurs arithmétiques, tout simplement. Alors moi je vais me contenter d'afficher les expressions, on va les afficher directement sur le document. Ah, vous pouvez l'afficher dans la console si vous voulez, peu importe, ça ne change pas. Le principe c'est que vous puissiez un petit peu découvrir ces différents opérateurs et voir comment les utiliser. Alors si vous avez déjà programmé dans un autre langage, évidemment vous allez retrouver pas mal d'opérateurs similaires, donc tant mieux, comme ça vous fera ça de moins à apprendre. Évidemment si JavaScript est votre premier langage, ça va vraiment être tout nouveau pour vous. Alors on a un premier opérateur qu'on connaît déjà en tout cas, qui est l'opérateur d'affectation. En tout cas l'opérateur d'affectation simple, c'est-à-dire celui qui va dire d'affecter une valeur dans une variable. Donc, par exemple si je prends cet exemple de ça, que je mets un h comme ceci, voilà, je vais utiliser le égal comme opérateur d'affectation. Et après rien ne m'empêche d'afficher cet âge sur ma page, d'accord? Donc ça pas de problème, on l'avait déjà vu quand on a manipulé les variables, qu'on a vu comment ça se passait de ce côté-là. C'est un opérateur qui est très simple. Nous on va s'intéresser aux opérateurs arithmétiques. En gros ce qu'il faut comprendre quand on a par exemple ce genre d'expression, si admettons on voulait le stocker dans une variable, par exemple une variable de résultat, admettons, on va ici pouvoir avoir une expression, d'accord, qui va du coup être évaluée, donc éventuellement calculée, ou si c'est une comparaison, eh bien on va retourner le résultat de cette comparaison, et à la fin on s'occupera de faire l'affectation. En gros vous voyez il y a un système de priorité qui fait que l'expression va être évaluée, et à la fin on stockera le résultat dans cette variable, en l'occurrence. Donc une expression ça peut être quelque chose d'aussi simple que ça, c'est-à-dire une valeur en dur. En gros quand je note dans un programme, donc je vais mettre en commentaire, si je fais par exemple, je mets let data égale 14 comme je l'ai fait là en dessous, c'est ce qu'on appelle noter une valeur en dur, d'accord? On l'avait déjà expliqué. Par contre si je m'amuse à faire à un moment donné ceci, là on passe par une variable, d'accord? Ce n'est pas une valeur en dur puisque cette valeur de data va dépendre de ce qu'il y avait ici. Ok, donc là bon, comme elle a déjà été notée comme ça, effectivement ça pourrait être le cas, mais admettons que data est une valeur que l'on demande à l'utilisateur, d'accord, genre avec un prompt, là effectivement ce serait beaucoup plus dynamique, d'accord? Donc en gros, voilà un petit peu ce qu'on retrouve. Donc une expression, ça peut être simplement une seule valeur en dur, ça peut être des valeurs dynamiques via des variables, ça peut être le mélange des deux, d'accord? Ça peut être du coup des opérations, ça peut être des comparaisons, etc. Et pour cela, nous avons du coup pas mal d'opérateurs que nous pouvons utiliser. Alors, je ne vais pas me passer des variables encore une fois, enfin on va justement se passer des variables, mais pas passer par une variable, pour montrer un petit peu ces différents opérateurs. Nous avons d'abord des opérateurs, comme je disais, arithmétiques. Alors je vais les noter d'ailleurs rapidement, comme ça vous aurez un petit aperçu rapide. Nous ne verrons pas encore une fois tous les opérateurs, parce qu'il y a des opérateurs pour manipuler les bits, etc., qui ne sont pas forcément le sujet ici, qui n'ont pas d'intérêt en tout cas, par rapport à ce que vous allez faire avec JavaScript, mais je peux très bien réserver ça pour un tutoriel au niveau JavaScript, ou éventuellement plus général, parce qu'on retrouve ces opérateurs un peu spécifiques pour un peu plusieurs langages de programmation. Donc on avait vu l'opérateur d'affectation, ça n'a pas de problème, en tout cas cet opérateur simple comme ça, vous verrez qu'il y en a d'autres pour l'affectation, on verra plus tard. Et nous avons donc les opérateurs arithmétiques, si vous avez fait un minimum de mathématiques, vous les connaissez. Vous avez l'addition, vous avez la soustraction, la multiplication qui ici est représentée par le symbole étoile, d'accord, on ne va pas utiliser le X, et la division qui est représentée par un slash, très important. On va en avoir un cinquième d'ailleurs qui s'appelle le modulo. Il y en a peut-être qui à l'école l'ont étudié, c'est assez pareil, c'est assez spécifié à certaines écoles, mais si vous ne connaissez pas, on va l'expliquer rapidement. Donc en gros, et je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin et un 15 000 exemples, avec ces opérateurs-là, nous pouvons effectuer des calculs mathématiques simples. Petit rappel, d'accord, qui est très important parce que ça des fois je vois des erreurs. Je rappelle qu'en mathématiques, la multiplication et la division est prioritaire par rapport à l'addition-soustraction. En gros, si je fais ce calcul-là, d'accord, ne pensez pas qu'on va d'abord faire le 4 plus 3 et ensuite on va multiplier ce résultat par 6, d'accord. La multiplication étant prioritaire, on va d'abord faire ce calcul là, 3 x 6, 18, et on va ajouter 4 ensuite à la fin, d'accord. Donc attention à ça, c'est des choses que vous avez appris en mathématiques, d'accord, c'est de l'arithmétique pur et sain, ça vaut évidemment en informatique, donc très important. On peut bien sûr, si on veut vraiment forcer cette addition, comme en mathématiques aussi, utiliser des parenthèses, qui vont du coup changer la priorité. Les parenthèses sont prioritaires par rapport aux autres opérateurs. Donc c'est une forme d'opérateur un peu particulier, qui donne la priorité ici à cet élément-là, qui du coup fera l'addition, et ensuite seulement effectivement, nous aurons du coup la multiplication de 7 x 6, d'accord. Donc on aura ici du coup un résultat différent.
Donc voilà, donc ça c'est des choses très simples, je vais même pas montrer d'exemple parce que si vous avez fait, comme je vous dis, un minimum de maths en primaire, au collège, etc. et encore, parce que je veux dire c'est des choses qu'on voit quand même très très tôt, normalement vous savez faire tout ça, la division, la multiplication, etc. Le modulo par contre c'est un cas un peu particulier. Là où la division, d'accord, va retourner donc tout simplement le résultat, d'accord, du calcul, et bien le modulo lui va retourner le reste, d'accord. Quand vous avez par exemple une division qui n'est pas en fait pleine, par exemple que vous avez, si vous faites 6 divisé par 2, on est d'accord que le résultat est entier, d'accord, c'est tout simplement 3. Si on fait 3 fois 2, on revient bien à 6, donc pas de problème. Par contre, si je fais ce calcul là, d'accord, je vais obtenir du coup 2,5. D'accord. Mais si on voulait vraiment un résultat entier, par exemple qu'on convertit en simple entier, on se retrouverait avec 2. Mais on a perdu une partie de la division, on a perdu son reste. Et bien le reste en fait, donc le modulo, d'accord, qui est représenté du coup par ce symbole là, d'accord, c'est tout simplement ce qui reste. D'accord. Donc il reste en gros, alors il reste pas 0,5, j'ai n'importe quoi, il reste 1. Voilà. Puisqu'on a 2 fois 2, 4, et pour arriver à 5, il faut ajouter 1. Voilà. Voilà comment ça se passe un petit peu. Donc très important, d'accord. Le modulo, c'est le reste de la division euclidienne, tout simplement. Donc, rien de compliqué non plus. Ça peut servir dans pas mal de choses, quand on veut vérifier s'il y a un nombre impair ou autre, ou quand par exemple on veut faire des rendus, par exemple des rendus sur de la monnaie ou sur ce genre de choses, on peut avoir besoin d'utiliser ce genre d'opérateur. Et ça sert dans plein d'autres cas aussi. Ça peut servir dans certains algorithmes de chiffrement. Donc on peut vraiment s'en servir pour pas mal de choses. C'est bon à connaître, c'est vraiment des opérateurs arithmétiques, standards, très simples à utiliser, et vous en avez du coup 5 ici. Voilà pour ces différents opérateurs. Donc je vais assez vite là-dessus, puisque encore une fois c'est des choses quand même qui sont relativement simples, qui normalement ne sont pas compliquées. Donc évidemment, si je fais voilà, ce genre de choses par exemple, voilà le calcul que nous obtenons. Alors très important, parce qu'encore une fois, il faut savoir que pour JavaScript, donc attention, ce n'est pas forcément le cas des autres langages, pour lui, que vous fassiez en fait 5 divisé par 2, d'accord, pour lui c'est la même chose en fait, donc ça revient en fait à faire 5.0 divisé par 2.0. D'accord. Ça c'est la petite remarque, la petite parenthèse que je vous apporte pour que vous compreniez pourquoi en fait là on obtient bien la partie décimale. Il faudrait éventuellement parser en entier, donc en integer, pour perdre la partie décimale et n'avoir que la partie entière. Mais à ce moment-là, il faudrait le modulo pour récupérer le fameux reste que l'on voudrait récupérer. Voilà pour ça. On va passer maintenant à d'autres opérateurs, notamment d'autres opérateurs d'affectation. C'est-à-dire qu'on avait vu par exemple qu'on avait cet opérateur tout simple, d'accord, qui dit en fait toute l'expression que tu as évaluée à ma droite, tu m'affectes son résultat, ensuite éventuellement par exemple dans une variable, parce que c'est un petit peu le but. Mais on a aussi d'autres opérateurs d'affectation. Par exemple, alors si je fais, on va faire n égale 5, d'accord, si je fais ce genre de choses, pas de souci. J'avais affiché ici n, ok, voilà, donc on obtient bien 5, et ensuite je vais dire n cette fois-ci est égal à 6. On est d'accord que là je fais une nouvelle affectation, donc je change la valeur en fait. Alors c'est normal qu'il a fait celui-là parce qu'évidemment, voilà, on retrouve bien donc 6, d'accord. On a tout simplement, alors on n'a pas ajouté 1, d'accord, il ne faut pas le voir comme ça, il ne faut pas se dire qu'on a ajouté 1 à la variable n, puisque au niveau du code c'est pas ce que nous avons fait, non, nous avons affecté la valeur 6 à la variable n. C'est quelque chose vraiment de différent, il faut vraiment bien comprendre que c'est deux cas différents. Maintenant, si je veux effectivement ajouter 1 à la variable n, comment je vais faire? Eh bien, il y a une façon très simple et très logique de le faire. C'est de dire, pour le n, donc qu'est-ce qu'on veut en fait? Eh bien, on veut prendre n, d'accord, c'est-à-dire la valeur qu'il contient, et on veut ajouter 1. Donc je rappelle que l'expression, elle va être évaluée d'abord. Donc en gros, alors on va virer ça d'ailleurs, on s'en fout. Hop, on va juste faire directement le calcul de l'expression là. On va donc dire, je prends n, et tu lui ajoutes 1. Cette expression va être évaluée, d'accord. On va prendre donc la valeur de n qui, je rappelle, est 5. On va faire plus 1, donc ça va être égal à 6. Et on va, à la fin, d'accord, donc ça c'est une priorité faible, affecter cette valeur 6 à la variable n. Donc on va remplacer le 5 par un 6. Donc on aura certes le même résultat, mais au niveau ici algorithmique, d'accord, donc au niveau du code, on aura une opération différente. On n'aura pas affecté une nouvelle valeur, c'est-à-dire comme ça, on aura dit en dur, maintenant c'est égal à 6, on aura pris l'ancienne, et on aura ajouté plus 1. D'accord. Donc c'est vraiment différent. Pourquoi c'est différent? Parce que là, à partir du moment où je change la valeur de départ de n, eh bien ça va toujours n'ajouter que 1. Alors que si je fais ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire ça, et que je dis par exemple, n maintenant est égal à 6, là effectivement quand on regarde ça, on pourrait dire c'est bon, on a bien ajouté plus 1. Et pourtant, si je m'amuse à faire ça, donc j'avais 420, je suis censé ajouter 1,
Et là on se retrouve avec 6, ce qui n'est pas normal. 420 plus 1, ça n'a jamais fait 6, il me semble en tout cas pas chez nous. Donc voilà, il y a déjà un problème par rapport à ça. Donc ce fameux calcul là qu'on avait, donc on va remettre par exemple là ça, n plus 1 par exemple, ou on peut le faire avec n'importe quoi, hein, n plus 2, etc. Peu importe. Mais nous ce qui nous intéresse surtout, on va prendre par exemple le n plus 1 ici, on peut, cette affectation un peu particulière, vous voyez où on a en fait un peu ce schéma là, a égale a plus x par exemple, on peut dire, voilà, donc la a c'est la variable, et on lui additionne quelque chose, ou on lui soustrait quelque chose, hein, d'accord, et bien on peut tout simplement la réduire avec plus égal x, tout simplement. Donc ça, en fait on peut marquer n plus égal 1, d'accord. A l'inverse, si j'avais fait n égale par exemple n égale moins 2, on va retrouver un autre opérateur d'affectation qui est du coup celui-là, le moins égal 2. Voilà, donc c'est le moins égal en fait. Donc en gros, vous mettez l'opération arithmétique d'abord que vous voulez faire et l'affectation. Au niveau du code, comment que ça va se passer? Eh bien, on va d'abord faire le calcul en question, d'accord? C'est ça qui va être fait en priorité, c'est pour ça qu'on le met devant. Et comme on a un égal qui vient juste après, c'est pour dire qu'à la fin, on fait effectivement l'affectation. Donc on retrouve tous les opérateurs arithmétiques qu'on a vus, mais avec une affectation derrière. Donc le plus égal, le moins égal, le fois égal. On a également la division suivie d'une affectation. Et on va avoir bien sûr pareil pour le modulo. Et il y en a encore une fois d'autres, comme je vous ai dit, on va pas voir tous les opérateurs, mais en tout cas pour les principaux, voilà comment que ça se passe. Donc ça, très pratique, parce que du coup on produit véritablement un code qui est bien dynamique. D'accord? Imaginez dans un jeu vidéo un système de progression ou dans n'importe quoi, où vous allez ajouter, augmenter par exemple un système de points, on est d'accord qu'on ne veut pas perdre les points qu'on a précédemment accumulés. Donc on va toujours partir de ce qu'on avait comme point avant, et éventuellement ajouter ou retirer quelque chose. Donc tous les systèmes de progression de niveau ou autre, encore une fois dans un jeu vidéo, dans un système, je sais pas moi, un système mécanique ou n'importe quoi, si on veut retirer une valeur ou de la valeur à une donnée, eh bien on va toujours utiliser ce système là. On va prendre l'ancienne valeur et ajouter, retirer, multiplier ou diviser par quelque chose. D'accord? Mais il y aura toujours une affectation derrière. Donc on retrouve ces fameux opérateurs d'affectation un peu particuliers. Maintenant il y a un cas un peu, encore une fois un peu spécial, dans le cas où nous allons faire par exemple n plus égal 1. D'accord? Ce genre de choses. Ou n moins égal 1. Le fait d'incrémenter, parce que c'est ce qu'on appelle, hein, c'est ce qu'on veut dire, hein, quand on ajoute 1, on dit, enfin, quand on ajoute en fait, on dit qu'on incrémente la variable n de 1, d'accord? Et là, comme on retire 1, on dit qu'on décrémente la variable de 1. En gros, ces opérations, comme c'est quelque chose qui revient assez souvent, le fait par exemple de compter de 1 en 1, vous verrez quand on parcourra certaines collections, donc certaines structures qui permettent par exemple de stocker ou de manipuler pas mal de données, pour les parcourir, on aura besoin de dire tu parcours du premier élément au dernier. Donc on va faire chaque élément 1 en 1. Donc on aura ce système de parcourir de 1 et ensuite tu vas passer au suivant, au suivant. Et pour chaque élément, on va augmenter en fait l'accès à plus 1, d'accord? Ou éventuellement si on veut le faire à l'envers, on ferait un moins 1. Donc en informatique, comme on avait souvent ce genre d'opération, de faire plus 1, moins 1, plus 1, plus 1, plus 1, enfin ce genre de choses-là, on a du coup réduit cette écriture de cette manière. Et on a du coup deux opérateurs donc un peu particuliers qui sont le plus et le moins. D'accord? Et ces opérateurs se mettent avec la variable. Donc en gros, le n ici, je peux l'écrire de cette façon, d'accord? Ou je peux l'écrire plus n. Donc je peux mettre en fait l'opérateur après la variable ou avant la variable. Et j'ai la même chose avec le moins. Alors c'est que pour le plus et le moins, d'accord? Il n'y a pas de n fois ou ce genre de choses. Et qu'est-ce que je voulais mettre du coup? Oui, n moins 1, je suis perdu. Non, j'ai refait les mêmes, bravo. Je fais des bêtises. Voilà, le moins n. Très important. Alors, quelle différence entre les deux? Quelle différence entre le fait de mettre l'opérateur après ou avant? Donc là, nous avons du coup un autre type en fait de nommage, c'est-à-dire nous avons la post-incrémentation, ici. D'accord? Et là, nous avons la pré-incrémentation. Alors, c'est des termes un petit peu compliqués si vous n'avez encore jamais programmé, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à être bien attentif, à prendre des notes, hein, dans ce que je dis, il ne faut pas hésiter, parce que c'est important, il faut vraiment bien comprendre ces choses-là. Et là, nous avons une post-décrémentation, et là, nous avons une pré-décrémentation. Alors, derrière ces noms un peu bizarres, c'est des choses en fait très simples à comprendre. En gros, et vous allez voir si vous avez bien suivi tout ce que je vous avais dit sur, par exemple, la priorité des opérateurs et l'affectation qui se fait derrière, quand je fais ce genre de choses. Par exemple, n++. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire, parce qu'on va évaluer en fait l'expression d'abord, on va lui dire, ton n, tu vas lui ajouter plus 1.
D'accord? Parce que ça, en fait, quand vous mettez le plus, c'est forcément plus 1. On ne peut pas utiliser cet opérateur pour faire plus 2. D'accord? Attention, c'est vraiment juste pour ajouter et la décrémentation pour retirer 1. D'accord? On ne peut pas faire autrement. Si vous voulez faire plus 2, eh bien, il faudra faire le fameux plus égal 2. D'accord? Comme on a vu jusqu'à là. Donc on fait ça, d'accord, d'abord. Et ensuite seulement, une fois qu'on a ajouté 1 à n, on affecte à n. D'accord? Donc ça va se faire vraiment comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire n égale n plus 1. Ce genre de choses. Le problème, c'est que là, vous voyez que l'ordre est un peu particulier. D'accord? C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, comme on a le plus après, on a, je vous ai dit, une post-incrémentation. Donc en réalité, il faut suivre dans l'ordre dans lequel vous lisez en fait cette expression-là. Donc ce qu'on va faire, on va dire, tu fais ça, n égale n d'abord. D'accord? Donc d'ailleurs, je vais le noter comme ça. Trop de commentaires en fait là dans le code. Voilà. Donc d'abord, tu mets, on va le mettre comme ça, voilà. Tu affectes, vous voyez, donc il y a le n tout seul, n à n, donc ça, bon, pas de soucis, ça change pas en réalité, voilà. Il y a l'affectation d'abord, et ensuite, tu fais le n plus 1. En gros, tu ajoutes 1 à n. Donc on a, vous voyez, deux opérations en réalité qui sont faites avec celui-là. Et là, comme le n est avant, il faut comprendre que l'affectation est faite avant. On parle de post-incrémentation, comme vous voyez, le 1 qu'on ajoute, on le fait une fois l'affectation effectuée. D'accord? Donc tout simplement et naturellement, si je fais plus plus n, eh bien l'ordre sera inversé. On va faire n plus 1, donc on aura ici 421, et ensuite ce 421, on va l'affecter à n. Voilà. Donc ça c'est très important, parce que selon les cas, vous verrez que ça peut avoir des différences en termes d'affichage ou en termes de résultats. On va montrer justement un exemple très simple, donc, je vous laisse d'ailleurs en commentaire pour le moment. J'ai les commentaires partout là, c'est pas très propre mais c'est pas grave. On va faire ça, on va partir sur 5, d'accord? Et regardez, je vais faire ça. Le n++, ok? On s'attendrait à ce que ici l'affichage soit 6, d'accord? On a ajouté 1 à 5. Pourtant, quand j'actualise la page, je n'obtiens 5. Pourquoi? Parce que ici mon affichage s'est fait avant. C'est-à-dire que je dis quoi? Je dis dans le document, tu vas m'afficher n. Et comme il s'agit d'une post-incrémentation, une fois l'affichage effectué seulement, tu vas incrémenter n. Donc en gros, si derrière je fais ça, vous voyez que n est passé à 6. D'accord? Donc l'incrémentation a bien été faite après l'affichage. Donc voilà un petit peu la différence. Donc si on veut véritablement que l'incrémentation soit faite avant l'affichage, eh bien il suffit tout simplement de faire une pré-incrémentation. Et là effectivement j'obtiens bien 6. Donc vous voyez, c'est important, il ne faut pas penser que n++ et ++n c'est la même chose. Vous vous rendez bien compte que dans certains cas, eh bien pas du tout. Donc généralement, et ça je pense que vous l'aurez compris aussi, ça c'est beaucoup plus rapide, d'accord? Au niveau du résultat qu'on attend, c'est-à-dire quand on veut être sûr que l'affectation est bien faite, pour pas avoir des fois des résultats inattendus, utilisez la pré-incrémentation ou la pré-décrémentation. Comme ça vous êtes sûr que l'opération arithmétique est faite d'abord, et l'affectation ensuite. Au moins, pas de problème, on sait à quel résultat s'attendre. Par contre, si vous faites une poste, eh bien, selon la priorité de ce que vous utilisez dans votre expression, comme là par exemple, vous voyez l'affichage est prioritaire par rapport à l'incrémentation, quand on fait un n++, eh bien pas de bol, on s'attendait à afficher n+1, et en fait on affiche n, et l'incrémentation s'est faite qu'après. Donc c'est un petit peu embêtant, parce que c'est peut-être pas ce que l'on voulait obtenir. Donc attention à ça, c'est vraiment deux choses importantes qu'il faut bien noter. C'est pour ça que j'ai pris le temps d'ailleurs de l'expliquer sur cette vidéo, parce que c'est des erreurs qui reviennent très souvent. Il y a des gens des fois qui ont des petits problèmes, et comme on se sert souvent de ce type d'opérateur pour faire des parcours, d'accord, vous verrez des parcours dans des collections, ce genre de choses, le problème c'est que quand après on s'attend pas à être sur les bonnes valeurs sur lesquelles on travaille, et bien évidemment on comprend pas ce qui se passe. Et souvent c'est juste une histoire de ça en fait, de pré ou post incrémentation. Donc encore une fois, je vais pas le montrer, mais ça fonctionne bien sûr pareil pour la décrémentation, hein, d'accord. Donc si je fais ça, vous voyez qu'elle n'a pas bougé. Donc on affiche n et ensuite on le décrémente de 1. Par contre, si je le fais dans l'autre sens, pas de problème. Ça a été bien décrémenté d'abord et l'affichage s'est fait ensuite. Donc si vous avez peur de ne pas les retenir, il suffit juste de lire en fait l'ordre. Si vous voyez que les plus sont avant, dites-vous, s'ils sont avant, c'est-à-dire qu'ils sont en pré, ça veut dire que l'incrémentation elle est faite en premier, d'accord? Pré-incrémentation en premier. Et ensuite l'affectation. Si c'est après, eh bien on fait l'affectation et c'est en post, donc post ça veut dire après. Donc ça vient après cette fameuse affectation. Donc c'est très simple à retenir, hein. Normalement vous ne devriez pas vous mélanger entre les deux. Vous ne pouvez pas vous tromper entre la post-incrémentation et la pré-incrémentation. Voilà pour ces opérateurs.
J'ai pris le temps, mais c'était important de vous les expliquer par rapport à ça. Alors, on a vu ces opérateurs d'affectation, on a vu ces opérateurs, encore une fois, un petit peu particuliers, mais qu'on retrouve dans pas mal de langages de programmation. Donc ce qui est bien, c'est ce que vous aurez appris là. Mais si plus tard vous apprenez un autre langage, comme le C, comme Java, etc., eh bien vous pourrez utiliser ces opérateurs-là et vous les comprendrez déjà. Donc ça vous fera ça de moins, encore une fois, à apprendre, donc tant mieux. On a vu nos opérateurs arithmétiques et on va voir également des opérateurs de comparaison. Et on va s'arrêter là parce qu'on aura déjà vu pas mal de choses. Donc ces opérateurs de comparaison, qu'on réutilisera d'ailleurs plus tard quand on fera des structures conditionnelles, en gros on vérifiera justement une comparaison pour effectuer ou non un certain type de traitement. Donc on peut faire ce genre de choses aussi au sein d'une expression. Alors, un opérateur de comparaison, il va permettre d'évaluer, donc de comparer des valeurs. Donc ça peut être encore une fois des valeurs en dur, des valeurs qui sont contenues dans des variables, hein, je rappelle, c'est la même, que ce soit dynamique ou en dur, peu importe. Et ça retournera un résultat. En gros, vrai, true, ou faux, false. Donc un booléen. Tout simplement si la condition, donc la comparaison qu'on a effectuée est vraie ou fausse. Alors pour illustrer ce que je viens de vous dire, par exemple si je fais ça. Alors, les opérateurs, bon je vais les noter rapidement, opérateurs de comparaison, on les connaît bien, c'est comme les opérateurs mathématiques, strictement inférieur à, strictement supérieur à, inférieur ou égal à, donc je rappelle que le inférieur vient avant le égal, ça attention, en plus en JavaScript, de ne pas vous inverser, parce qu'il y a des opérateurs des fois dans l'autre sens qui fonctionnent, et supérieur ou égal à, d'accord? Alors surtout pas de égal supérieur, parce que ça vous verrez que c'est un opérateur qu'on peut utiliser, qui existe en JavaScript, donc qui fonctionne, mais pour autre chose, on aura l'occasion de l'aborder plus tard. Donc voilà pour ces opérateurs de comparaison, donc des opérateurs en fait, voilà, pour vérifier est-ce qu'un nombre ou une expression est supérieur, inférieur, inférieur à, etc. Donc en faisant, alors d'ailleurs c'est pas ça que je voulais faire, mais bon, ce genre de choses, par exemple, 8 inférieur strictement à 12, eh bien ça m'affiche true, parce que c'est effectivement vrai, d'accord? Si j'inverse, évidemment, là, on va obtenir le résultat inverse. Donc, une comparaison va toujours retourner ça. Ce sera vrai ou faux. Ça ne peut pas être entre les deux. C'est forcément l'un ou l'autre. Donc, c'est des choses à savoir. On peut vérifier également l'égalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas que ces opérateurs-là, on a également des opérateurs d'égalité. On a l'opérateur double égal, tout simplement parce que le simple égal est réservé pour l'affectation. Donc, pour ne pas mélanger, on double le égal tout simplement. Donc, en gros, est-ce que 8 est égal à 12? Et là, évidemment, on retourne false. Si on fait ça, par contre, ça fonctionne. Et nous avons aussi un opérateur qui va vérifier le type, parce que comme vous le savez en JavaScript, vous voyez que le type ici n'est pas précisé. Quand on fait une variable, hein, on dit voilà, moi je fais ceci, et tu te débrouilles pour en déduire le type de n, d'accord, en fonction de ce qu'il contient. Et ce type peut d'ailleurs changer si jamais je change la valeur, qui du coup est déduit comme un autre type. Donc nous avons pour cela un opérateur triple égal, ici, qui lui vérifie du coup l'égalité et l'égalité du type. D'accord, très important. Donc si je fais ça avec le triple égal, ça retourne true parce que ce sont les mêmes valeurs et en plus ils sont de même type, d'accord, ce sont des entiers. Par contre, s'il y en a un des deux qui devient d'un seul coup une chaîne, et bien là, ça retourne false. Parce qu'ils sont certes de même valeur, mais ils ne sont pas de même type. Donc voilà un opérateur qui est très intéressant par rapport à ça et qu'on manipulera aussi pas mal, quand on a besoin de vérifier les deux choses. A l'inverse, donc avec les opérateurs d'égalité, nous avons évidemment, et on va terminer avec ça, les opérateurs d'inégalité. Donc pour vérifier une différence, on va simplement utiliser le point d'exclamation et le égal. Donc par exemple, est-ce que 8 est différent de 16? Et évidemment, oui, donc ça retourne true. Et nous avons, donc je vais assez vite parce qu'encore une fois c'est des choses très simples, hein, ça, on va les manipuler très souvent ces opérateurs, surtout pour les structures conditionnelles. Donc là je les passe assez vite en revue, mais nous avons cet opérateur là. Et celui-là, je vais attacher une petite importance parce que c'est un opérateur qui est souvent très mal utilisé, mal compris, pourtant c'est simple aussi. C'est un opérateur alors, qui va vérifier une ou une autre chose, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir besoin de valider deux conditions. En gros, cet opérateur retournera, donc cette comparaison, donc attention à ce que je dis, n'hésitez pas à noter aussi, ça va retourner vrai, d'accord, si le type des données comparées est différent, ou alors si elles ne sont pas égales. Donc vous voyez, c'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux. Il ne faut pas que le type soit différent et que la valeur soit différente. C'est seulement une des deux. Si le type est différent, ça va retourner vrai. Si elles ne sont pas égales, ça va retourner vrai. Donc attention, il suffit juste des deux. Donc en gros, si je fais ceci, ça retourne faux. D'accord ? Pourquoi ça retourne faux ? Puisque nous avons
comment dire, bon déjà elles sont du même type et en plus elles sont de même valeur, donc c'est un petit peu embêtant, d'accord. Mais si je fais ceci, là nous avons true, d'accord, parce qu'on a une des conditions qui a été validée. Elles sont de types différentes, donc ça suffit, d'accord, pas besoin que la valeur soit différente, on veut juste l'un ou l'autre. Donc ça, attention, parce qu'il est souvent très mal employé, c'est vraiment l'un ou l'autre. À partir du moment où le type est différent, ça va retourner true, et à partir du moment où les valeurs sont différentes, d'accord, ça va retourner true aussi, c'est l'un ou l'autre. Donc voilà, il faut vraiment faire attention avec cet opérateur qui des fois est mal employé. Et je pense qu'on a vu quand même pas mal de choses par rapport à ça. On va peut-être s'arrêter là, puisque la prochaine fois on verra justement on va pas mal aborder après les structures, etc. Donc on sera amené bien sûr à utiliser ces opérateurs, on va voir beaucoup de choses, et de toute façon en informatique, il faut que vraiment vous preniez l'habitude de vous en servir, parce que tous vos calculs se feront de toute façon avec pas mal d'opérateurs, et n'importe quelle manipulation, même par exemple lire dans un fichier, même comme je dis parcourir par exemple, comme on verra par exemple un tableau en fait, c'est-à-dire qui possède plusieurs données ou une liste de données, eh bien on devra utiliser pas mal d'opérateurs justement pour faire ces fameux parcours. Donc on s'en sert dans tout, même dans l'affichage, dans n'importe quoi, on a toujours besoin d'utiliser des opérateurs d'incrémentation, d'affectation ou autres, et les opérateurs de comparaison quand on veut travailler avec différentes données. Donc n'hésitez pas à bien prendre note, je vous ai mis tous les opérateurs qu'on a vus ici, il y en a encore une fois pas mal d'autres, mais ceux-là c'est vraiment les opérateurs essentiels à connaître et qu'on va pas mal manipuler. Je pense que j'ai fait le tour un petit peu de tout ce que je voulais aborder avec vous. Alors on n'a pas vu, encore une fois, voilà, il y a des opérateurs un peu spécifiques qu'on verra dans d'autres vidéos, d'accord, notamment quand on abordera les fonctions ou autres, vous verrez qu'il y a des opérateurs un peu particuliers qui sont apparus en tout cas avec les dernières normes de JavaScript, donc c'est pas mal utile. Et je pense que moi on va s'arrêter là. Voilà, je pense que c'est pas mal de... Alors je l'ai pas dit, mais bon, en même temps on n'a pas encore vu. Il y aura un petit cas un peu spécial, notamment pour tout ce qui est égalité sur les chaînes de caractères. Parce qu'en gros, bon, je vais vous le dire rapidement, mais on terminera là-dessus. En gros, en JavaScript, parce que vous savez j'en ai parlé un petit peu, on va avoir des types primitifs, d'accord. C'est-à-dire que je vous ai parlé du integer, du float, ce genre de choses. Et on a un type primitif pour les chaînes de caractères. Mais on verra aussi plus tard, donc je vais pas trop m'étaler là-dessus, qu'on a également un type donc une classe en fait, un type d'objet qui représente aussi une chaîne de caractères. Et selon lequel on utilise le type primitif ou la classe, vous verrez que les vérifications d'égalité ne fonctionnent pas de la même manière, les comportements sont différents. Donc on regardera tout ça bien en détail quand on aura notamment abordé la programmation objet avec JavaScript, donc vous inquiétez pas, si j'en ai pas parlé ici c'est parfaitement normal, on n'a même pas encore abordé les chaînes de caractères et on n'a pas fait encore de programmation objet, donc on va pas aller trop vite, on va se contenter déjà de ça. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, ça vous a permis de voir pas mal de choses, n'hésitez pas à faire quelques petits codes pour tester ces différents opérateurs, à véritablement comprendre comment ça fonctionne. Moi j'ai utilisé directement dans des expressions que j'affichais, mais bien sûr, je le rappelle, on peut très bien encore une fois faire une variable et vous faites votre expression ici, d'accord, du genre je fais encore une fois 4 plus 5, je sais pas moi, divisé par 10 fois, enfin, on peut vraiment s'amuser à faire des opérations là et puis voir un petit peu comment que ça se passe. Et après vous pouvez faire des affichages, voir un peu ce que ça vous retourne, après éventuellement vous changez la valeur, d'accord, du genre ceci, bref, on peut vous amuser et puis vous voyez un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça retourne, comment fonctionne également la priorité des opérateurs, c'est à connaître, mais logiquement si vous avez un minimum de connaissances mathématiques, comme je vous avais dit, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste en mathématiques pour faire de la programmation, mais il faut connaître des choses basiques comme justement les simples opérations arithmétiques élémentaires, l'addition, soustraction, etc. Donc n'hésitez pas à vous exercer avec ça pour bien avoir compris cette vidéo là, en tout cas cette petite séance là, pour attaquer la suite en tout cas qui arrivera. Je vous dis à bientôt pour la prochaine séance en JavaScript. Ciao.